Toujours un plaisir de se retrouver ici. On apprend évidemment plein de belles choses. On peut être un peu déçu par les performances de l'équipe de France de rugby, mais le plaisir de taquiner ses amis est toujours là quand même, hein. Oui, Voilà, mais bon. Alors plus sérieusement, oui, donc je poursuis sur cette thématique qui effectivement me tient à cœur. Parce que vous le savez bien, les tests génétiques vont encore augmenter et ils vont ne plus être prescrits que par des généticiens, mais également par des médecins non généticiens. D'où l'intérêt de s'intéresser à leurs pratiques et éventuellement aux difficultés auxquelles ils sont confrontés. Donc on a, à la suite de l'enquête qualitative, on a mené avec Mathilde Aubert, qui n'est pas présente, mais que je remercie évidemment d'emblée, donc cette enquête un peu quantitative. Alors, pas compte, je ne sais plus voilà lequel c'est. C'est lequel, c'est celui-là? Ah, oui. Oui, voilà. Donc oui, en fait, le départ de ce travail, c'est issu de l'enquête précédente, qui était donc une enquête qualitative, qui avait consisté en l'interview, en focus group de 21 professionnels donc, issus du monde de la neurologie et de l'endocrinologie sur la région Grand Ouest, donc en 2018-2019. Et on avait pu à cette époque-là, et on l'a publié, donc révéler un certain nombre de difficultés et de pratiques assez hétérogènes d'ailleurs, et différentes selon les spécialités, hein. En endocrinologie, en onco-endocrinologie notamment, la réalisation d'un test génétique apparaissait clairement presque automatique. Elle s'inscrivait dans un protocole pour lequel finalement le patient n'avait pas beaucoup d'informations et d'autonomie finalement dans sa décision, alors qu'en neurologie, la démarche diagnostique s'aidant du test génétique, finalement, elle était précédée, ce test génétique, d'un certain nombre d'anticipations tout à fait importantes, mais évidemment, on pouvait expliquer ces différences selon les options thérapeutiques qui existent dans les deux disciplines. Alors, on a voulu finalement conforter un peu ces résultats avec une enquête plus quantitative, et du coup, on a conçu un questionnaire en ligne destiné donc à cette même population, qu'on a fait donc par internet, évidemment anonyme. Évidemment, le challenge, c'est de trouver à la fois les bonnes questions qui permettent d'avoir des résultats pertinents, mais comme tous les médecins sont extrêmement pris, ils ne peuvent pas en général consacrer plus de 10 à 15 minutes pour chaque questionnaire. Du coup, on a fait donc des choix multiples en général. Donc au départ, le recueil, le nombre de répondants était assez, disons, médiocre. Voilà, merci. Donc, pourtant, on avait sollicité les neurologues et les endocrinologues par l'intermédiaire des filières de maladies rares ou par nos propres, on imaginait être pertinents, ou les contacts avec les savantes, mais ça n'a apporté vraiment qu'une cinquantaine de répondants, alors qu'on avait déjà 2 mois de recul. On s'est dit comment on fait. Et c'est là où on a sollicité le réseau des généticiens du Grand Ouest, mais au-delà du Grand Ouest, sur toute la France. Pardon. Et effectivement, ça a été assez pertinent, puisque donc en une seule journée, on a eu 42% de réponses supplémentaires. Alors évidemment, ça fait poser la question aussi d'un éventuel biais de recrutement de ces médecins, puisque ce sont des médecins essentiellement en contact avec les généticiens qui peut-être ont des pratiques un peu différentes des médecins non généticiens qui ne sont pas en contact avec les généticiens. Donc au total, on a pu quand même récolter donc 213 réponses, et 185 questionnaires complets. Alors quels sont les principaux résultats? Évidemment, c'est assez riche, mais les premiers résultats montrent d'abord sur la caractérisation de la population. Finalement, on a moitié-moitié d'endocrinologues, ça ne fonctionne pas si, et neurologues. Et puis, finalement, on a déjà des praticiens qui ont une certaine expérience, puisque pour la moitié d'entre eux, ça fait déjà plus de 10 ans qu'ils pratiquent. Donc, c'est intéressant. Du coup, ça rend un peu aussi intéressant ce questionnaire, parce que ce n'est pas des tout jeunes, et ils sont déjà... ils peuvent faire part de leur expérience. C'est une population qui est relativement représentative, puisque donc en termes de caractéristiques, parité, âge, pyramide des âges, etc., ça correspond à ce qu'on a pu retrouver comme caractéristiques des données issues de l'adresse, par exemple. Voilà, par exemple, un premier résultat, pour
pour évaluer le volume de prescriptions par an. Et finalement, vous voyez, donc, bon, pour la majorité d'entre eux, on ne prescrit pas beaucoup de tests génétiques, entre 5 et 20. Là, c'est significatif, la différence. Il y a quelques neurologues qui prescrivent beaucoup, beaucoup de tests génétiques. Voilà, donc c'est un résultat. En fait, le résultat le plus important, je trouve, de cette étude, c'est que 75% de ces professionnels expriment qu'ils ont des difficultés, alors variables, on va le voir, mais donc dans la prescription, l'accompagnement, le retour des résultats et l'information aux familles en lien avec la prescription du test génétique. Donc 75%, je crois que il faut, enfin voilà, c'est déclaratif et c'est assez surpris quand même. Évidemment, si on pouvait le laisser présager par les interviews, on ne s'attendait pas quand même à des difficultés aussi nombreuses. Il n'y a pas de différence entre les neurologues et les endocrinologues dans leurs difficultés brutes. Alors sur le détail de ces difficultés, alors évidemment c'est moins riche qu'une enquête qualitative, puisque du coup on avait déjà présélectionné quelques difficultés prédites, mais l'une des difficultés importantes déclarées, c'est le fait d'être mal à l'aise par rapport à un résultat dont ils ne peuvent pas informer correctement le patient, enfin semble-t-il pour eux en tout cas, sur le pronostic et l'avenir de la maladie. Alors ça, c'est une problématique auquel les généticiens cliniciens sont tous confrontés. Je veux dire, pour nous, ça ne serait peut-être pas mis en termes de difficulté, c'est plutôt une caractéristique de notre discipline, mais c'est mal vécu en tout cas par ses collègues. Bon, il y a évidemment des éléments un peu moins donc, nombreux, mais quand même significatifs, liés à l'interprétation des résultats. On s'est directement lié aux compétences de génétique. Et puis, ils sont aussi mal à l'aise, ces collègues, par rapport à tout ce qui est information et difficultés intergénérationnelles, et donc notamment l'idée de transmettre une information à la parentèle. Et finalement, contrairement à ce qu'on aurait pu penser, ils sont assez peu gênés par les contraintes réglementaires. Alors, soit parce qu'ils les mettent en œuvre, soit parce que ils s'en fichent complètement ou ils les ignorent. Mais en tout cas, ce n'est pas une problématique très importante pour eux. Donc, quelques résultats supplémentaires. Donc, effectivement, là, la question qui était posée, c'était de leur sentiment de légitimité à répondre à la question des patients en fait sur les conséquences du test génétique. Eh bien, le plus souvent, ils se sentent légitimes pour donner un résultat, ce qui ne remet pas en cause le fait qu'ils puissent prescrire évidemment ce test génétique, mais bon, quand même, dans un tiers des cas, c'est pas toujours simple. Et puis, par contre, ce qui est plus difficile, c'est quand même toutes les questions relatives, et ça rejoint ce qu'on a vu tout à l'heure, les informations aussi liées à un projet parental. Et donc, en tout cas, si on additionne les deux, évidemment, c'est au moins 75% des collègues qui peuvent être embêtés par ces questions d'information pour le prénatal. Alors, les collègues, par exemple, connaissent bien l'idée d'informer la parentèle, évidemment au cas où le résultat génétique devrait être transmis. Eh bien oui, 80% des collègues informent le patient de la nécessité d'informer. Alors c'est pas 100%, donc vous allez me dire il y a encore du travail, mais disons que c'est quand même pas mal comme résultat. On pourrait... Par contre, ce qui est plus surprenant, c'est que donc tout le monde a compris qu'il fallait transmettre, mais parmi ceux qui comprennent, en fait, il y en a une majorité qui ne connaissent pas les différentes modalités d'information parentale, que ce soit par le biais, bien sûr, du patient lui-même ou par le biais du professionnel. Donc, et là, il y a évidemment probablement un travail de formation à préciser auprès de ses collègues. Voilà, donc ça, c'est les premiers résultats. Et finalement, on les avait aussi interrogés sur, évidemment, qu'est-ce qu'ils imaginaient être possible à mettre en œuvre pour améliorer ces premiers résultats. Eh bien, parmi ces solutions, les consultations en binôme remportent un franc succès, on pourrait dire, puisque les 3/4 d'entre eux imaginent qu'effectivement, ils pourraient se faire aider dans la restitution de ces
informations par une consultation en binôme, donc soit avec un généticien, soit avec un conseiller en génétique. Et puis, un autre résultat aussi qui nous a beaucoup intéressé, c'est l'idée, on les a interrogés sur l'idée, est-ce qu'ils seraient prêts du coup à suivre une formation? Eh bien oui, hein, vous voyez, pour presque 80% d'entre eux, une formation un petit peu spécifique pour améliorer leur pratique. Que ça soit, et donc là, il n'y a pas de différence entre aussi les deux spécialités. Donc, bon, les messages clés, puis comme ça on pourra discuter après, j'en termine par cette diapo. Les messages clés, bon, c'est quand même qu'on était vraiment surpris de quantifier les difficultés à hauteur de presque 3/4 des collègues, et qu'ils sont prêts pour une formation, pour ceux qui prescrivent, hein, et qui sont très demandeurs d'interaction et de consultation binôme. Bon, c'est des éléments qu'on connaissait peut-être par d'expérience tout à chacun, mais là, je trouve que ça donne un peu du poids à ces demandes. Évidemment, bon, de notre côté, qu'est-ce qu'on peut faire? Bon, bah, évidemment, l'idée de renforcer nos interactions avec les équipes hospitalières est évidemment pertinente. On fait ça, je pense, dans chacun de nos hôpitaux. L'idée de proposer cette enquête vers d'autres spécialités, et on a eu des retours aussi de pédiatres, endocrinologues ou neurologues qui ont eu accès à cette enquête, qui était extrêmement demandeur. Donc je pense qu'il y a un vrai besoin également dans d'autres spécialités. Et puis évidemment la formation. Comment elle pourrait prendre forme? Eh bien, là, du coup, on commence à accumuler pas mal d'éléments pour en dessiner les contours, à la fois pour peut-être en préciser la temporalité des examens génétiques, et peut-être qu'on différencie évidemment ceux qui sont à visée diagnostique, thérapeutique ou à visée préventive, et n'ont peut-être pas la même urgence. Elle pourrait sans doute contenir aussi évidemment des éléments d'information sur les enjeux familiaux et les modalités d'information à la parentèle, sur la gestion auquel nous on est confrontés tous les jours de résultats incertains ou liés à l'incertitude pronostique, et puis bien sûr en lien avec les demandes de prénatal très diverses. Alors ça tombe bien, je pense, parce que c'est exactement ce que souhaite faire le plan France Médecine Génomique par l'intermédiaire d'un groupe de travail formation piloté par Damien Sans-Laville et auquel je participe. Et donc on va en reparler. On a maintenant donc les besoins qui sont exprimés, on a le contour d'une formation, il reste à passer à l'action. Merci.